Bonjour à tous. Ce cours s'adresse pour l'essentiel aux débutants, hein, d'où son titre. Pour essayer de faire comprendre l'intérêt de cet examen dans l'exploration des vertiges, il faut savoir que la VNG elle est issue de l'électronystagmographie, qui était beaucoup plus complexe de lecture, et que les travaux qui ont été menés par Eric Ulmer et André Chaïs sur le plan mathématique pour travailler sur la vitesse, ou en tout cas la cumulée des vitesses des phases lentes du nystagmus ont permis d'informatiser cet examen et de le rendre plus lisible, car en fait l'appareil fait à peu près tout pour vous. Alors, pour comprendre la vestibulométrie, il faut d'abord savoir que dans le vestibule, il y a une fonction canalaire qui est responsable du réflexe vestibulo-oculaire, donc du suivi, en tout cas du maintien de l'œil sur la cible quand on tourne la tête. C'est la vidéonystagmographie, le Video Head Impulse Test et le test vibratoire. Et bien sûr la fonction autolytique. Pour l'utricule, les potentiels évoqués autolytiques oculaires et la verticale visuelle subjective. Et pour le sacule, les potentiels évoqués autolytiques musculaires. Alors, pour positionner ces différents examens dans l'échelle fréquentielle, il faut comprendre que dans la vie de tous les jours, les mouvements naturels se situent entre 5 centièmes de Hertz et 5 Hertz. C'est le cas de la marche, de la course ou du sport. Et qu'il y a deux examens qui sont complètement hors du champ du physiologique. C'est dans les fréquences très basses, les caloriques, qui sont l'équivalent du test d'une rotation céphalique prenant 5 minutes, rendez-vous compte, et à l'opposé, le vibrateur qui travaille à 100 Hz, donc complètement là aussi en dehors des clous des mouvements naturels, puisque ça représenterait 100 mouvements par seconde de la tête. Alors la vidéonystagmographie est basée sur l'œil, ce qui veut dire que c'est lui qui va témoigner de la fonction vestibulaire et que, en conséquence, il ne faut pas qu'il y ait de pathologie oculomotrice, notamment d'origine neurologique ou d'origine musculaire, ou encore de troubles visuels, optiques ou rétiniens. Alors, c'est le canal latéral qui est stimulé, à la différence du VHIT qui permet de travailler sur les 6 canaux. Il faut comprendre que la vidéonystagmographie ne regarde que les composantes horizontales et verticales du nystagmus. Elle ne voit pas, elle ne lit pas les composantes obliques, à la différence de ce que pouvait faire éventuellement l'électronystagmographie. Et elle va mesurer la réflectivité vestibulaire au travers du gain, qui est donc le rapport entre la vitesse maximum de l'œil par rapport à la rotation de la tête telle qu'elle est stimulée. Alors, les prérequis pour cet examen, c'est d'avoir vu les oreilles. C'est indispensable. Il n'est pas question de faire un test calorique chez un patient qui a des bouchons de cérumen, une perforation, une exostose, etc. Donc d'abord, avoir écarté ces contre-indications. Sinon, on peut faire une VNG, mais sans calorique, ce n'est pas quand même très intéressant. Donc, je vous l'ai dit, absence de troubles visuels oculomoteurs, et puis une bonne coopération du patient, ce qui est essentiel et qui ne peut pas forcément s'obtenir dans certaines conditions de patients ayant des pathologies psychiatriques ou se trouvant très âgés, ou a fortiori chez le très jeune enfant, notamment dans les bilans pré-implants. C'est très compliqué d'avoir une vidéonystagmographie et on se restreint en général à des tests caloriques qui ne sont pas pour autant simples à faire. Alors, vraiment, on est basique, hein. Quand vous regardez les tracés des nystagmus horizontaux, puisque sur les courbes qui vous sont données, vous aurez la trace horizontale et la trace verticale, quand la secousse rapide bat vers le haut, comme c'est le cas là, vous avez la secousse lente et la secousse rapide, c'est un nystagmus droit. A l'inverse, quand la secousse rapide se dirige vers le bas, comme c'est le cas ici, c'est un nystagmus gauche. Si on s'intéresse à la trace verticale,
C'est plus naturel. Quand la secousse rapide va vers le haut, c'est un nystagmus supérieur. Quand elle va vers le bas, c'est un nystagmus inférieur. Bien. Alors, quelles vont être les différentes séquences de l'examen? On va d'abord rechercher un nystagmus spontané. Ce que l'on fait par exemple en vidéo-nystagmoscopie, on va le faire aussi en vidéo-nystagmographie et on va avoir l'écrit de ce nystagmus spontané. Ensuite, on va pratiquer les tests caloriques, ce qui est en quelque sorte l'audiogramme du vestibule à très basse fréquence. L'intérêt étant bien sûr qu'on analyse les vestibules séparément. Ensuite, vous allez faire le test vibratoire osseux, qui n'est pas fait partout, mais que nous trouvons particulièrement intéressant. Puis, pour l'analyse de la compensation vestibulaire, les tests cinétiques qui sont absolument essentiels. Ensuite, on en arrive aux tests oculomoteurs qui sont plutôt ciblés sur la recherche d'atteinte centrale. Puis, on fera une verticale visuelle subjective qui va permettre d'avoir une approche de la fonction utriculaire. Alors, premier temps, la recherche du nystagmus spontané, elle se fait assis dans l'obscurité. On demande au patient de regarder droit devant lui d'abord, puis à droite, puis à gauche. Quand il y a un nystagmus spontané, cela veut dire que le patient présente un déficit qui n'est pas compensé, ça on l'aura compris. Il sera plutôt horizontal à composante verticale dans les lésions périphériques et il sera vertical pur dans les lésions centrales. C'est schématique bien sûr, mais bon. Premier exemple, donc, d'un tracé sur l'appareil ulnaire, synapsis d'un nystagmus spontané droit et vertical inférieur. Quand, dans la première partie, il y a trois parties au tracé, quand le patient regarde droit devant lui, vous avez une secousse dont la secousse rapide bat vers le haut, c'est donc un nystagmus sur la trace horizontale, un nystagmus qui va vers la droite, et sur la trace verticale, ça bat vers le bas, c'est donc un nystagmus inférieur. Donc, ce patient a donc un nystagmus spontané, droit et vertical inférieur. Quand on lui demande de regarder à droite, il va amplifier le phénomène, et donc on aura un nystagmus encore plus marqué, droit et vertical inférieur. Et quand il regarde vers la gauche, on voit que le nystagmus, de même sens, est beaucoup plus ralenti. Et on retrouve ça sur ce qui est écrit en haut et à gauche, avec le calcul des phases lentes du nystagmus en degrés secondes, avec le côté prépondérant, ce qui est assez logique. Exemple d'une névrite vestibulaire droite, on s'attend donc à un déficit gauche et donc à un nystagmus spontané dans le regard direct vers la gauche. Et de fait, on n'est pas déçu, puisque dans le regard sur la trace horizontale, vous avez bien un nystagmus qui bat vers le bas, ce qui est donc un nystagmus gauche, sans trop de composants verticales, comme on le voit ici. Ensuite, quand le patient regarde à droite, le nystagmus n'est pas très marqué, et quand il regarde à gauche, fort logiquement, il s'accélère. Ce qui se note ici, vous le voyez, dans le regard direct, on a bien un nystagmus gauche de 0,7 degrés secondes. À droite, il est ralenti. À gauche, il est accéléré à 2,6 degrés secondes. Donc ça, c'est l'intérêt du nystagmus spontané. Je vous donne un exemple ici d'un patient qui, manifestement, a un nystagmus dans le regard direct, puis un nystagmus beaucoup plus marqué dans le regard vers la droite, donc c'est un nystagmus droit qui s'accélère à droite, et curieusement, quand le patient regarde vers la gauche, on a un nystagmus gauche de 2 degrés secondes. Donc en fait, on a quoi? On a un gaze nystagmus, c'est-à-dire droit à droite, gauche à gauche, comme on le voit, et c'était le cas dans une malformation de Chiari. Alors, passé ce nystagmus spontané, qui est bien sûr essentiel, on va passer au test calorique, qui est un peu au centre du test que nous travaillons aujourd'hui. Habituellement, on fait une irrigation bithermique à l'eau, certains font à l'air, mais c'est quand même plus sensible, 30 degrés, 44 degrés, des irrigations de 30-40 secondes à l'eau chaude et à l'eau froide.
Et là le patient est couché, donc évidemment la situation est différente de la recherche d'un nystagmus spontané où le patient est assis. On va voir souvent un nystagmus précalorique quand le patient n'est pas compensé. Alors c'est un peu ennuyeux parce qu'évidemment sa présence va perturber l'analyse informatique des nystagmus droit et gauche que vont générer les tests caloriques au chaud et au froid. L'analyse de la vitesse cumulée des phases lentes est la base de ce test calorique. L'analyse de la fréquence du nystagmus est extrêmement accessoire. Elle n'a vraiment d'intérêt que dans la maladie de Chiari, et encore elle est rarement rencontrée. Alors l'ordinateur travaille pour vous, il va mesurer l'hypovalence en pourcentage, et cette hypovalence n'est significative que quand elle est supérieure à 15%. Je répète encore que cette hypovalence n'a d'intérêt que quand il n'y a pas de nystagmus précalorique. Sinon, c'est plus compliqué à comprendre. Voici un exemple avec le fameux graphe de Fraisse, où vous voyez qu'à droite, et on le retrouve ici sur les courbes, chaud, froid à droite, froid, chaud à gauche, et vous voyez qu'il y a très peu de nystagmus générés, au chaud comme au froid. Là, vous avez un petit nystagmus gauche, au froid sur l'oreille droite, alors que quand on fait le froid sur l'oreille droite, on voit bien que c'est très, sur l'oreille gauche, c'est très différent. On a vraiment quelque chose, un nystagmus droit qui est beaucoup plus important, avec ce qui est assez logique. Donc vous voyez ici ce graphe de Fraisse qui vous indique clairement une hypovalence marquée. Le déficit est calculé par l'ordinateur de 74% sur l'oreille droite, un déficit donc marqué, une hypovalence marquée de 74% à droite, avec une réflectivité, c'est-à-dire quelle est finalement la réflectivité de l'oreille restante, en l'occurrence la gauche, elle est de 39 degrés secondes, donc c'est une réflectivité normale, car on peut avoir des patients qui ont une réflectivité bilatérale et qu'on peut rencontrer dans certaines pathologies centrales comme le canvas. Voilà un exemple de tracé de caloriques normaux où le graphe de Fraisse vous montre des réflectivités autour de 31 degrés secondes qui sont à peu près les mêmes des deux côtés, ce qui est tout à fait physiologique, avec un déficit de 3% qui n'a pas d'intérêt. Sur la trace du haut qui correspond au nystagmus précalorique, on ne voit pas grand-chose. Et en revanche, on voit bien sur l'oreille droite à chaud un nystagmus droit, un gauche à froid, et l'inverse du côté gauche. Et on peut regarder aussi ce qu'on appelle les radii, c'est-à-dire cette forme un peu oblongue qui doit être à peu près symétrique à droite comme à gauche. Ce tracé est intéressant parce que vous voyez sur la ligne du haut qu'il y a un nystagmus spontané, précalorique, qui est un nystagmus gauche, qui est assez marqué, mais qui ne va pas jusqu'à polluer les traces droite et gauche, au chaud et au froid, avec finalement une réflectivité qui est de très bonne qualité, et même assez marquée, de 97 degrés secondes. Donc c'est quand même relativement important. En fréquence, on a une réponse qui est marquée. On voit bien que ça bat très très vite, et c'est ce qu'on voit, cet aspect en dents de scie très rapproché dans les malformations de Chiari. Voilà encore un exemple d'hypovalence moyenne. L'ordinateur vous calcule un déficit de 31% à gauche, ce qui se voit très bien sur le graphe de Fraisse. Dans la mesure où ça croise sur la ligne horizontale, on estime que, en tout cas au niveau calorique, il y a une compensation vestibulaire. Il faudra vérifier par les tests rotatoires si c'est bien le cas. La réflectivité est de 14 degrés secondes, ce qui n'est pas très élevé pour l'oreille droite qui est la meilleure. Et on voit bien d'ailleurs sur la trace qu'il n'y a pas beaucoup de nystagmus générés et les radii sont un peu écrasés. Donc ce sont des oreilles qui sont peu réflectiques avec un déficit plus marqué du côté gauche.
Voilà une hypovalence qui est forte, avec un déficit de 76% à droite, une réflectivité de l'oreille gauche à 28 degrés secondes qui est normale, on voit que le radis n'est pas écrasé, pas de réponse au chaud et au froid sur cette oreille droite, un petit nystagmus spontané précalorique gauche, ce qui est assez logique quand on a un déficit droit, et vous voyez une réponse gauche qui est de qualité. Voilà une véritable aréflexie, vous voyez, le radis est complètement écrasé, on a un déficit calculé de 100% sur l'oreille gauche, nous n'avons pas de nystagmus précalorique, donc les choses sont assez claires, c'est une oreille gauche qui ne marche plus. La droite a une réflectivité de 23,7 degrés secondes, ce qui est globalement normal. Un autre exemple d'un neurinome gauche, à quoi on s'attend dans un neurinome, c'est à une hyporéflexie du même côté, à condition bien sûr que le nerf vestibulaire supérieur soit atteint, et on n'est pas déçu, on a 84% de déficit sur cette oreille gauche, ce qui se voit bien sur le graphe de Fraisse et ce qui se voit bien sur le radis complètement écrasé, alors que du côté droit, ça répond bien au chaud et au froid, et avec une réflectivité de 58 degrés secondes sur l'oreille droite saine, ce qui est bien sûr normal. L'exemple d'une névrite vestibulaire. Alors dans cette névrite vestibulaire, bien sûr côté droit, on a un déficit de 71% sur l'oreille droite, l'oreille gauche a une réflectivité qui est correcte à 20 degrés secondes. Fort logiquement, on a une prépondérance nystagmique gauche, ce qui est logique. Et on voit bien ici qu'il y a sur cette névrite vestibulaire droite un petit nystagmus précalorique gauche. Donc tout ça va bien, c'est correct, et ça s'analyse de façon simple, et vous voyez que l'ordinateur vous simplifie beaucoup les choses, mais il faut avoir aussi un coup d'œil là-dessus et là-dessus, que ce soit sur les radis ou sur le graphe de Fraisse, en même temps que l'on lit ici ce déficit quantifié. Alors, une fois qu'on a fait ce test calorique, qui n'est pas le plus simple à réaliser forcément chez les patients qui ne supportent pas toujours très bien cet examen, on peut faire le test vibratoire osseux. C'est un test intéressant qui fait vibrer à 100 Hz, donc comme je vous l'ai dit, de façon tout à fait extra-physiologique, l'oreille. En fait, on ne sait pas trop ce que fait ce vibrateur sur la mastoïde. En fait, il secoue tout en même temps, ce qui n'est pas étonnant si vous essayez de le faire. Il secoue tous les canaux, le sacule, l'utricule, et donc cette réponse nystagmique qu'on observe ne doit pas être mise en parallèle de ce que l'on observe sur le test calorique. C'est autre chose en fait. Donc le nystagmus horizontal, il va battre vers l'oreille saine. C'est un peu la même chose que pour le test calorique en cas d'asymétrie vestibulaire. Donc en général, on fait le test sur la mastoïde droite, le test sur la mastoïde gauche, et c'est séparé au milieu sur la trace dans la VNG d'Ulmer. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'autant on peut avoir une compensation vestibulaire sur les rotatoires, voire même sur les caloriques, il n'y a pas de compensation centrale sur le déficit vestibulaire tel qu'il apparaît sur le test vibratoire osseux. Probablement parce que la stimulation est beaucoup plus large et qu'elle ne se contente pas de stimuler le canal latéral. Vous verrez chez les patients qui ont une maladie de Minor un nystagmus vertical inférieur qui est en général assez marqué. Alors voilà l'exemple du test vibratoire osseux qui est coupé en deux. Donc ici on fait vibrer la mastoïde droite, ici on fait vibrer la mastoïde gauche. Ici on a un nystagmus, un neurinome gauche. Donc si on a un neurinome gauche, on a un déficit vestibulaire gauche et donc une prépondérance droite de tout et également du nystagmus vibratoire qu'on appelle le NIV. Et de fait, on voit bien ce nystagmus droit qui bat vers le haut quand, sur la mastoïde droite et le même en fait quand on fait la mastoïde gauche. Il y a rarement de différence entre mastoïde droite et mastoïde gauche en fait. Voilà ce que c'est qu'un nystagmus un test vibratoire
osseux positif. Alors, sur une névrite droite, on va avoir un nive gauche, pour la même raison, et on voit bien ici, mastoïde droite, ce nive gauche, vous voyez, qui bat comme ça vers le bas, et gauche également, peut-être un peu plus marqué sur la mastoïde gauche, je dirais peu importe à la limite, et on voit même que quand on est sur la mastoïde gauche, on a un nystagmus vertical supérieur en même temps qu'on collecte un nystagmus gauche. Donc il est gauche et vertical supérieur quand on stimule la mastoïde gauche. Encore un autre exemple, mastoïde droite ici, mastoïde gauche là. On voit bien ici un nystagmus qui est droit et vertical inférieur. Ensuite, on fait des tests rotatoires. Les tests rotatoires sont utilisés de façon diverse suivant les équipes. Ils ont surtout l'intérêt de révéler une prépondérance directionnelle qui n'existe en fait que quand il n'y a pas de compensation vestibulaire. Donc en fait, c'est la mesure de l'asymétrie éventuelle du nystagmus réactionnel en degrés secondes qui vient en réponse à la stimulation rotatoire qui permet de parler de prépondérance directionnelle et de compensation vestibulaire. Et donc on parle alors de prépondérance directionnelle dont il faut savoir qu'elle n'est pas nécessairement périphérique, elle peut être centrale, voire parfois cervicale. Alors les protocoles sont différents suivant les équipes. On fait des rotations, le fauteuil va tourner de 5 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 180 degrés. Et là, on ouvre un œil. Il faut 4 périodes par angle pour juger d'une prépondérance directionnelle. L'équipe de Reims, par exemple, va utiliser des sweeps, c'est-à-dire une rotation qui s'amplifie en degrés, puis se rétrécit en degrés. Et pour eux, cela suffit et ça évite de faire ces protocoles à 5, 30, 60 et 180 degrés. Alors en fait, on va évaluer la compensation en regardant la courbe de la cumulée des phases lentes. Là, une fois encore, c'est l'ordinateur qui fait le boulot. Donc vous n'avez pas à vous fatiguer. Et l'exemple typique, c'est ça. Voilà les différents degrés, à 5 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 180 degrés. On voit que petit à petit, la courbe de cumulée se plonge vers le bas, ce qui est un signe de prépondérance directionnelle droite des tests rotatoires, encore appelés tests cinétiques. Donc voilà une PDDD, comme disent les spécialistes. Et à l'inverse, voilà une PDDG, où vous voyez qu'il y a une prépondérance directionnelle à gauche qui se manifeste très précocement dans les rotations. Dès le 60 degrés secondes, on voit déjà que la courbe de la cumulée des phases lentes du nystagmus monte. Exemple d'un orinome gauche où vous avez une prépondérance directionnelle droite. C'est-à-dire que, en fait, en tournant, le patient va faire plus de nystagmus droit qu'il ne fait de nystagmus gauche, ce qui est logique puisque son orinome est à gauche. Exemple aussi d'une névrite droite qui, fort logiquement, provoque une prépondérance directionnelle gauche. Une courbe qui monte, une PDDG. Alors maintenant, on va s'intéresser au test oculomoteur. C'est encore une autre phase de l'examen vidéonystagmographique et 2 tests sont utilisés, les saccades et la poursuite lente. Pour ces tests, il faut une parfaite calibration de l'appareil par rapport au mouvement oculaire et il faut aussi une participation du patient. Quand on lui dit de suivre la cible, il faut qu'il le fasse parfaitement. Il faut savoir qu'il se laisse facilement distraire et que parfois des anomalies de la poursuite ou des saccades sont liées au fait que le patient cligne des yeux ou ne suit pas la cible ou ne suit pas les ordres de l'infirmière qui le teste ou du médecin. Alors, comme c'est écrit ici, les saccades, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça nécessite donc cette calibration et la vigilance du patient. On fait des saccades horizontales qui sont soit régulières, soit aléatoires, on va le voir. Et on va regarder quoi? On va regarder la latence. Est-ce qu'il y a un décalage entre la stimulation
visuel du point qui bouge et que doit suivre le patient. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'œil et la cible? C'est rare et c'est peu significatif en fait. Est-ce que la vitesse de la réaction de l'œil au suivi de la cible est ralentie, ce qu'on peut voir dans les pathologies centrales, l'atteinte du tronc cérébral ou de la maladie de Parkinson? Est-ce que la saccade est précise? Est-ce qu'en fait l'œil reproduit les mouvements de la cible? Et là on parle d'hypométrie quand cette précision est diminuée, ou quand il y a une exagération du mouvement avec un rattrapage, c'est plutôt d'origine cérébelleuse ou du tronc cérébral. Donc l'hypermétrie, c'est l'œil qui dépasse la cible, c'est cérébelleux, et on s'intéresse bien sûr sur, et ça l'appareil vous le fait, il va suivre les mouvements des deux yeux par rapport au suivi de la cible, et s'il y a une différence de réponse entre les yeux, on appelle ça une dissociation interoculaire, et c'est un signe d'atteinte du tronc cérébral sur les voies oculomotrices, comme on peut le voir dans la sclérose en plaques. Donc, exemple, sclérose en plaques, on a une dissymétrie, ce qu'on appelle une ophtalmoplégie, pas ophtalmologie, ophtalmoplégie internucléaire, avec un ralentissement de la saccade de l'œil qui est en adduction et une hypermétrie de l'œil en abduction. On va le voir illustré sur un tracé. On peut aussi voir dans la saccade un nystagmus spontané qui bat dans la saccade, et ça peut être périphérique si c'est toujours dans le même sens, mais si en revanche le nystagmus change de sens dans la saccade, c'est d'allure centrale. Donc voilà, ce sont des saccades aléatoires, vous voyez les mouvements de la cible, elle fait un peu n'importe quoi, quelquefois elle revient au centre, quelquefois elle repart à droite puis complètement à gauche, et on regarde ce que font les yeux. Et vous voyez par exemple que les deux yeux font la même chose, déjà il n'y a pas de dissociation entre les mouvements oculaires, mais en revanche, il y a des saccades, il y a des créneaux, c'est comme ça que ça s'appelle, dans la saccade, et ces créneaux sont plutôt d'origine cérébelleuse et d'origine centrale. Voilà un patient qui avait une impression basilaire, donc qui a l'odontoïde et le clivus qui éperonne le tronc cérébral ou le bulbe, et on voit ici que la saccade est émoussée avec des petits nystagmus à l'intérieur de la saccade, les deux yeux jouant la même musique, donc il n'y a pas de dissociation interoculaire, mais il y a clairement un mauvais suivi de la cible d'origine cérébelleuse ou au niveau du tronc cérébral. Même chose ici, les deux yeux font la même chose, avec la même amplitude, mais vous voyez ces difficultés à assumer l'arrêt de la cible que ça parte vers la droite ou que ça parte vers la gauche. Ça, c'est un clignement de paupières. Encore une autre saccade centrale, et vous voyez clairement un nystagmus qui est évident et qui est bien sûr droit dans la saccade, et ça, qui est toujours du côté droit, donc a priori c'est périphérique. Encore une origine, vous voyez cette hypométrie de la saccade avec du nystagmus gauche qui est dans la saccade, c'est très central. Et voici enfin ce qu'on appelle la dissociation interoculaire avec un œil qui est hypermétrique et l'autre qui est hypométrique. Donc la trace n'est pas équivalente. Vous voyez ici il y a une différence, ici il y a une différence. Ici vous avez une différence. Donc cette dissociation interoculaire est le témoin d'une ophtalmoplégie internucléaire. Et il y a donc une pathologie dans les noyaux du quatrième ventricule, et qui est probablement d'origine inflammatoire, voire éventuellement tumorale. Voilà encore des saccades aléatoires qui sont typiquement centrales. Vous voyez, vous allez apprendre à reconnaître ça. Et vous voyez que chez cette patiente qui a des saccades centrales, en revanche, quand on fait des tests caloriques, il n'y a pas de problème. Globalement, il y a juste un déficit de 24% qui est assez faible sur l'oreille gauche et qui est difficile à interpréter car, vous voyez, il y a un petit nystagmus précalorique. La poursuite oculaire lente est moins intéressante, mais elle est intéressante quand même. Elle est pathologique si elle n'est pas bien lissée et qu'il y a des polysaccades à l'intérieur de la poursuite. Ce n'est pas spécifique, soit du tronc cérébral, soit du cervelet.
Voilà un exemple. Chez une patiente qui avait une maladie de Chiari, on voit ici ce tremblement dans la poursuite. Donc la poursuite n'est pas du tout lissée. Il y a même une tendance à la prépondérance directionnelle gauche à l'intérieur de cette poursuite centrale. Ici, on a ce même aspect crénelé et tremblé qui est assez central. Et chez le même patient, on voit qu'il n'y a pas de véritable atteinte périphérique puisque les caloriques sont normaux. Donc c'est bien une pathologie centrale pure. Encore une pathologie centrale avec une forte prépondérance directionnelle gauche dans la cumulée des phases lentes du nystagmus qui est observée à l'intérieur de ces saccades, de cette poursuite lente qui est vraiment horrible. Même chose ici, avec cette fois une prépondérance directionnelle droite. Alors la verticale visuelle subjective, pour finir, vous savez qu'on demande aux patients de positionner une ligne verticale, il est complètement dans le noir. Là, il faut vraiment être dans un noir absolu, et on se rend compte que par rapport à la vraie verticale, il y a souvent un décalage angulaire. Là, ici, c'est un patient qui avait un urinome de l'acoustique, et on voit qu'il y avait un déficit de moins 2 degrés, moins 6 degrés, moins 5 degrés, moins 7 degrés. Donc il faut le refaire plusieurs fois, au moins 4 fois, pour que l'on puisse en tirer quelque chose. Donc c'est un signe d'atteinte utriculaire, et c'est assez intéressant à suivre. Voilà ce que je voulais vous dire sur les bases de la vidéodiscographie. C'est difficile de s'étendre davantage, mais je pense que ça peut vous aider dans votre pratique quotidienne et vous servir de référence. Et merci de votre écoute.